Bonjour, bonsoir, formule consacrée, hein, c'est bonjour, bonsoir en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Espérant que par contre vous êtes en direct avec nous. Mon nom est Cyril Fana, je vous propose encore une entrevue confinée, comme vous le savez, dans le cadre de cette pandémie liée à la COVID-19. Et justement, entrevue confinée, pardon, l'invité que j'ai aujourd'hui, je vous la présente tout de suite, c'est Madame Laura Lou. Lou, oui, Oui, ça. Laura Lou. Voilà, Laura Lou, que je vous présente, que je reçois avec beaucoup de plaisir. Laura Lou est comédienne. Oui, Dans le domaine des arts, elle est comédienne. Je pense qu'il y a aussi, même d'après ce que j'ai lu, un peu de chansons aussi. oui, je Ça, chantais. j'ai bien lu. Bonjour et merci beaucoup d'être à Néo-Québec. Merci. Laura Lou, je vous reçois parce que vous êtes, au-delà de ce que je viens donc de dire, une artiste de la place, comme on dit, montréalaise, québécoise et canadienne. Vous avez surtout lancé une initiative il y a quelque temps, je pense au mois de mars, Oui, en la création d'un groupe Facebook intitulé Le groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Rien que l'intitulé nous donne déjà une idée vraiment de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Alors, avant qu'on ne rentre dans ce sujet proprement dit, Laura, je souhaiterais en savoir un peu plus sur vous. J'ai dit artiste, mais bon, une fois que j'ai dit artiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre qui va nous permettre, et à ceux qui nous regardent, de mieux vous connaître? ben, c'est sûr qu'avant d'être artiste, j'ai toujours été artiste, c'est sûr, dans mon sang. Euh, j'ai, j'ai gradué au HEC avec un bac en administration. J'ai travaillé beaucoup dans des OSBL. Donc, de l'entraide, c'est ce que j'ai fait avant d'investir un peu plus mon temps dans l'art. Mais donc, je fais de la gestion quand même. Donc, je suis vraiment trempée dans les deux. Donc, c'est pourquoi le groupe d'entraide, c'est quelque chose qui me touche parce que j'en ai déjà fait de la coordination pour des OSBL. Mhm. Et aider les gens, aider les communautés, c'est vraiment une mission que je tiens à cœur et je veux le perpétuer. Donc c'est ça que je fais. C'est ça que vous faites. Au mois de mars, Laura, je schématise, vous vous levez un matin, puis vous dites, OK, je vais lancer un groupe d'entraide. Vous le dites, vous avez beaucoup fait dans les OSBL et vous faites le groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Euh, comment c'est né? Comment Commençons ça? par ça avant de voir les pourquoi. Comment c'est né? On comprend qu'on est dans la période du Covid ou de la COVID-19, cette grande pandémie-là. Vous êtes à Montréal et vous décidez de lancer ce groupe. Comment? Comment? Je vous dirais que c'était comme une avalanche d'événements qui est arrivée. Je sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, mais ça a vraiment commencé avec du vandalisme dans les pagodes. Et il y avait aussi des insultes que j'avais vues circuler sur Internet par vidéo. C'était échangé entre, tu sais, c'est vraiment posté sur le mur de mes amis. Donc, je les voyais passer. Tu sais, mais c'était documenté nulle part. Tu sais, c'était juste des vidéos de particuliers et on se les échangeait pour dire il y a une hausse d'incidents à caractère raciste à Montréal touchant les Asiatiques. Mhm. Là, oui, on a commencé la période de confinement, mais avec l'avalanche et l'arrivée de tout ça, avec l'attaque au couteau à NDG, une personne coréenne, et que euh, même ils ont émis un avis comme quoi il y a des crimes haineux qui puissent arriver à Montréal. Donc, tu sais, ça fait peur. Moi, j'avais peur parce que je voyais tout ça passer. Les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit pendant le confinement aussi. Mhm. J'avais peur d'attraper la maladie, mais j'avais aussi une peur de ce qui se passait en termes de racisme envers les Asiatiques. Et pour moi, c'est quand même assez nouveau parce que moi, je suis née ici. Pour moi, je me considère québécoise. Mes parents
parle pas de racisme. M'en ont jamais vraiment parlé. On n'en parle pas. Laura, vous permettez? Oui. Vous venez de dire, vous êtes, OK, vraiment, on va garder le fil de ce que vous dites. Vous Ouais. êtes né ici, donc pour vous, pas pour vous, vous avez dit vous êtes né ici. Ouais. Vos parents ne vous parlent pas de racisme et c'était nouveau pour vous, c'est-à-dire qu'avant avant cela, vous n'aviez jamais été victime de racisme au Québec. C'est ce que je dois comprendre? Je dirais qu'en termes d'intensité, OK. c'était pas aussi élevé. C'est sûr que j'en entendais parler de ma famille, aussi de mes amis qui en ont souffert un peu, mais en termes de souffrance, on n'en parlait même pas. Donc, c'était comme juste des micro-agressions que dans notre culture, on n'en parle pas et on l'ignore. Tu sais, c'est comme, OK, il y a quelqu'un qui nous a insultés, on appuie sur ignorer, that's it, on Ça, c'est continue notre chemin. culturel. Ça, Pardon? je dis ça, c'est culturel. Oui, c'est culturel. Oui. Je crois qu'on nous a appris à se taire, OK. à pas se lever et dire ah, c'est pas correct ce que tu as dit. Non, on nous a appris vraiment de juste baisse ta tête, tu t'en fous, ignore et continue. Et pour moi, Refoule tes ressentiments, c'est ça? oui. Mais aussi, c'est très typique de la culture asiatique de pas parler de ses sentiments, de pas s'exprimer. OK. Mais ça, je crois que c'est juste une éducation que nos parents nous ont donnée parce que pour eux, par exemple, c'est des nouveaux immigrants. Quand ils arrivent ici, ils veulent pas faire de fosse si jamais il arrive quelque chose parce que aussi c'était difficile pour eux de trouver des emplois. Donc économiquement, il fallait baisser la tête, pas en parler, sinon ça pouvait mettre en péril leur emploi, leur statut financier et aussi mettre en péril leur famille. Tu sais. Donc c'est quelque chose comme que oui, c'était nouveau pour moi parce que je n'étais pas habituée avec cette intensité-là. Parce que c'était plus des micro-agressions en termes de juste petites insultes ici et là. C'était une répétition, une récurrence de plusieurs événements. Et c'est là ouais, que je me suis sentie impuissante, seule, parce qu'en confinement, tu te sens seule déjà au départ, mais seule avec Mais pourtant, vous changiez déjà des vidéos entre amis. Hein? Oui, mais c'était des vidéos entre amis, mais c'était des vidéos d'inconnus. C'est pas des personnes que je connaissais personnellement. On se l'échangeait par bouche à oreille. Donc, c'est vraiment ça à partir de là parce que je crois que c'était mon ami, il me l'avait envoyé à minuit le soir et j'ai dit que j'étais choquée, je me sentais impuissante, je pouvais rien faire. Tu sais, t'es en confinement, qu'est-ce que tu fais? Donc, j'étais comme, OK, une des choses que je suis bonne, c'est gérer des groupes. Donc, le matin, je me suis réveillée à 5 heures du matin et je l'ai vraiment créé, ce groupe-là. Je me dis, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'une place où on va toutes mettre ces vidéos-là ensemble. On va toutes mettre les articles, tout ce qui se passe à Montréal ensemble. On va les mettre dans un même endroit et moi, j'ai besoin qu'on s'exprime dessus. OK. C'est pourquoi je l'ai créé et au début, j'ai juste ajouté mes amis. On était comme une trentaine de personnes dessus. Et c'est vraiment de bouche à oreille. Les gens ils se sont ajoutés et ça fait un boom après 2 semaines. 10 jours, on était déjà 2000 membres. Et c'est là que j'ai vraiment vu qu'il y a un besoin et que je n'étais pas seule. Ce besoin-là est parmi plusieurs personnes et on a besoin d'en parler. Besoin de dénoncer surtout. Ben, dénoncer à un endroit précis, pas de façon aléatoire sur le web. Donc, il vous fallait un endroit vraiment où tout le monde allait se rassembler, voir ces vidéos, bref. Mais est-ce que, là la question me vient immédiatement, est-ce que là maintenant vous avez créé ce groupe-là? Vous m'avez dit que dans la culture, on garde autant qu'on peut, on essaie de garder ses sentiments. Est-ce que dans le groupe, justement, où le groupe permet peut-être à d'autres d'extérioriser un tout petit peu leurs ressentiments? Parce que vous, par exemple, vous avez dit que vous aviez peur, d'attraper la maladie, donc c'était de mieux de rester chez vous. Deux, vous aviez peur aussi de ce que vous étiez en train de voir, peut-être qu'en sortant, vous pouviez être victime, pourquoi pas, de racisme, de discrimination. Est-ce que le groupe a rassuré les gens? Est-ce qu'il permet au moins que les gens s'expriment?
Je dirais qu'au début, on commençait, donc les vidéos choquaient et rassuraient pas les gens. Donc là, je me suis heurtée à un autre problème pour dire, OK, je voulais de la dénonciation, c'est ça qu'on fait. Et ensuite, c'est pour ça que là, j'ai dit, on va faire de l'entraide. Parce que oui, on a peur, mais on est démunis. On ne sait pas où s'adresser, comment s'adresser, comment on reporte ça. J'avais aucune idée comment faire. Et je me suis dit, les gens non plus ne le savaient pas. Parce que oui, c'est bien beau de dénoncer en ligne, mais si jamais il arrive quelque chose de vraiment, vraiment violent et qu'on a besoin qu'une autorité beaucoup plus haute, comme les policiers ou le gouvernement interviennent, il fallait savoir c'est quoi les procédures. C'est pour ça que la dimension entraide est venue se greffer, où maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des services et d'outiller les membres, leur donner toutes les informations possibles sur comment, comment porter une plainte. Auprès, par exemple, on a invité le CRA, Phoniémie du CRA, qui était venu pour parler, définir le racisme et c'est quoi les actes racistes et qu'est-ce qu'on peut faire. Et aussi, on a invité la police de Longueuil pour pouvoir en parler. Aussi, qu'est-ce qu'eux peuvent faire et qu'est-ce que les membres peuvent faire, peuvent rapporter ou quels outils sont disponibles pour eux, pour les protéger. Et je crois que c'est ça la dimension d'entraide, de rassurer les gens parce qu'on veut donner une plateforme, un endroit où c'est sécuritaire pour dénoncer, mais aussi les amener à dire, OK, c'est comme ça que tu portes plainte, c'est comme ça. Et si jamais tu as besoin d'aide, on a une équipe pour t'aider. Comme maintenant, on travaille avec une équipe de psychologues et de psychiatres pour pouvoir donner des supports en santé mentale. C'est tous des sujets que la communauté asiatique n'est pas habituée de parler. Donc, c'est vraiment un travail déjà sur elle-même pour arriver à sortir de sa réserve naturelle. Oui. Parce que si on regarde les dénonciations sur le groupe, il y en a, mais pour moi, je ne crois pas qu'il y en a tant que ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ne le disent pas. J'ai parlé à des gens, ils disent, oui, je me fais insulter dans la rue, mais ensuite ils disent, ben, tu sais, c'est le réflexe qu'on a. C'est de juste appuyer sur ignorer, c'est pas grave, on continue. Mais c'est vraiment important avec ce groupe-là de dire, non, c'est pas correct, ce n'est plus correct d'ignorer le problème parce qu'il y a une récurrence. Il y a une intensité qui est beaucoup plus forte. Et oui, des fois, une personne comme moi ou quelqu'un d'autre qui est capable de s'exprimer est capable de se défendre. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'est pas capable de se défendre? Il faut les outiller, il faut avoir des services pour eux. Parce que s'ils ne sont pas capables de s'exprimer, ils vont l'intérioriser et ça peut conduire à des maladies mentaux à long terme. Donc, c'est vraiment pour protéger ces autres personnes-là. Oui, mais est-ce que, alors aujourd'hui, Laura Lou, est-ce que des gens que vous avez outillés aujourd'hui ont porté plainte et est-ce que vous avez une idée, une estimation à peu près du nombre de plaintes de gens qui sont partis du groupe, c'est-à-dire que c'est à partir des outils que vous leur avez donnés dans le groupe et qui sont allés jusqu'à porter plainte? Je n'ai pas encore de données qui partent du groupe pour porter plainte. Par exemple, c'est sûr que je fais affaire avec Phoniémie du CRA. Lui m'a dit jusqu'à maintenant, lui, il a reçu 18 plaintes. Ça veut dire que ça fait 2 mois. Oui. Mais je ne peux pas vous garantir si ça vient du groupe ou pas. Ça, je crois que c'est des informations confidentielles. On ne peut pas se l'échanger. Oui. Mais 18 plaintes, il dit, comparé à l'année dernière, c'est 0. Donc, il y a quand même une augmentation quand même considérable. Tout à fait. Et aussi, juste pour le groupe, depuis 2 mois de création, on a eu, quand on répertorie ceux qui ont dénoncé sur le groupe et ceux qui ont dénoncé de façon personnelle, c'est-à-dire en message privé avec moi ou d'autres administrateurs, on a dénombré déjà 30. OK. 30 pour 2 mois, c'est environ 3 cas par semaine. Ça, c'est des personnes qui parlent. Et des personnes qui parlent, c'est-à-dire c'est des personnes de ma génération, je dirais, qui sont jeunes, qui sont sur le web et qui en parlent et qui... Ça compte pas les parents, la génération précédente, qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne dénoncent pas.
Donc, moi, pour moi, c'est juste le tip du iceberg. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui n'en parlent pas. Mais vous le voyez positivement quand même, le fait qu'on Je, on se retrouve aujourd'hui à 18 plaintes, par exemple. pardon? Je dis, vous le voyez quand même comme quelque chose de positif. Oui. Oui. Ben, je le vois positivement du fait qu'on essaie de trouver des solutions. Oui. C'est pas positif parce que je dirais que les 2 derniers mois, on était en confinement. Donc, s'il y a eu 30 cas pendant le confinement, combien de cas y aurait-il pendant déjà cette semaine qui vient de déconfiner graduellement? Qu'est-ce qui va arriver pendant cet été? Donc, Et vous avez même encore peur que ça augmente. oui, c'est sûr. J'ai peur que ça augmente parce qu'on était en confinement et il y a des micro-agressions qui sont arrivées. OK. Qu'est-ce qui se passe après le déconfinement quand tout le monde va être dehors? J'anticipe une hausse et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Genre, Laura, ces actes haineux, ces actes racistes sont nés au début de la pandémie de l'idée que le virus euh, est né, ou je ne sais pas si on dit est né, le virus est apparu, on va le dire, du côté de la Chine, et c'est parti comme ça. Donc d'emblée, tout Chinois, alors déjà on dit tout Chinois, donc tout Asiatique, était un éventuel porteur du virus, voilà, où les gens partaient un peu dans tous les délires. Euh, Ma question est, qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent comme ça? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que là, vous avez un groupe d'entraide oui, pour les gens, les membres des communautés asiatiques, mais assez, on va rester poli, à ces gens qui pensent de manière aussi erronée. Vous n'avez pas de message pour eux? Vous je n'avez dirais, pas d'action vers eux? c'est sûr que action, on vient de commencer. J'ai pas d'action envers eux parce que moi, le besoin immédiat du groupe, c'est vraiment aider ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui peuvent être victimes et ceux qui ont peur. Mhm. Donc, mon action n'est pas encore dirigée vers ces personnes-là. C'est sûr qu'éventuellement, il faudrait qu'on s'adresse à eux. Mais je crois que le principal message que je dirais, c'est informez-vous auprès des sources qui sont fiables. Par exemple, informez-vous pas auprès de Trump. Je crois pas que c'est la personne la plus fiable au monde pour Mhm. donner de l'information et donner des conseils en termes de santé. Mhm. Donc, non, informez-vous. Le virus, oui, est parti de la Chine, mais c'est pas parce que moi je suis asiatique que je suis chinois, Premièrement, oui. premièrement. Et c'est pas, informez-vous parce que c'est pas génétique et ni dans le sang. Ça se transmet d'une personne à l'autre, d'un humain à humain. Et on est tous humains, peu importe notre couleur de peau. Donc, vous pouvez l'attraper d'un asiatique comme d'une personne caucasienne. Donc, ça n'a aucun rapport avec notre couleur de peau. Donc, c'est vraiment parce qu'on est humain qui se transmet. C'est tout. Mhm. Puisque vous parlez de Trump, Ouais. sans vouloir faire, il n'y a aucun parallèle, mais disons, en termes de dirigeants, on est au Québec, là, le groupe d'entraide, c'est vraiment contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Le premier ministre ici, les autorités, j'ai envie de dire le gouvernement municipal, ça c'est pour Montréal, le gouvernement provincial Québec, est-ce que avec le CRA, est-ce que vous avez approché les autorités déjà ou c'est dans les plans pour voir un peu comment lutter aussi contre ces actes-là ou participer, qu'ils vous accompagnent aussi dans la sensibilisation? Justement, on veut faire un appel auprès du gouvernement. Il y a une pétition qu'un membre a lancée. Il y avait plus de 5000 signataires dessus pour demander au gouvernement justement de réagir. Cependant, c'est vraiment laissé pour mort. Il n'y a pas eu de réaction à ce stade-ci. C'est sûr qu'on regarde avec le CRA qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une action du gouvernement. C'est sûr qu'on a collaboré avec le CRA pour faire un appel auprès du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral en a parlé. Cependant, pour l'instant, le gouvernement provincial
j'ai vraiment aucun communiqué, aucun signe d'eux. Mais il y a aussi une importance que je vais souligner, c'est que c'est en termes de dénonciation. J'imagine le gouvernement se fie à des données que le CRA va lui apporter, mais aussi au niveau des policiers. Est-ce qu'il y a des plaintes auprès des policiers? Pour l'instant, moi, ma collaboration avec les policiers de la SPVM et le service de police de Longueuil, ils m'ont dit qu'il n'y a pas vraiment, non, il n'y a pas d'incident qui a été porté plainte. Mais par des Asiatiques, c'est ça que je veux dire. Et je crois que c'est ça qui est important. Un des points importants que je veux souligner, c'est que oui, c'est bien beau de dénoncer sur le groupe, mais il faut le dire et le signaler au CRA ou à la police pour avoir des données, pour que ce soit mesurable, pour que le gouvernement puisse dire qu'il y a un problème et qu'il puisse réagir, nous donner des services et établir des mesures pour nous protéger. C'est ça qui est important. Ça, je retrouve là un discours du CRA qui dit toujours que quels que soient les actes qu'on subit, il faut porter plainte. Auprès d'eux, on peut trouver de la ressource pour accompagner les gens dans leurs plaintes. On sait que parfois c'est long. Là, je vais parler par exemple des Noirs au Québec, ce qu'ils peuvent avoir comme incident en relation avec par exemple la police. Les gens se disent, bon, c'est pas grave, je ne vais pas porter plainte parce que ça n'ira pas au bout. Mais l'idée, c'est toujours d'aller malgré que ce soit difficile, c'est d'aller au bout. On a parlé un peu tantôt, Laura, je voudrais qu'on sorte spécifiquement de ce groupe-là ou de ce que vous mettez en avant pour parler alors comme moi je dis souvent, on dit toujours la communauté noire alors qu'il y a des communautés noires. Avec vous, je dirais aussi les groupes ou les communautés asiatiques au Québec. Oui. Vous êtes né ici. Oui. Lorsque j'ai lu certains articles liés à votre groupe et justement aux actes de racisme dont étaient victimes des membres, du moins des membres des communautés asiatiques au Québec, on a parlé d'intégration, on a ramené le concept de l'intégration des communautés justement asiatiques au Québec. Dans notre échange, vous m'avez dit que vous parler d'intégration était quelque peu insultant. Je voudrais vous entendre là-dessus, qu'on comprenne un peu pourquoi ce serait quelque chose d'insultant, par exemple, à vos yeux, qu'on vous parle d'intégration. Vous, Laura. Tant d'intégration, c'est sûr que si on parle de la génération de mes parents qui sont immigrants, je comprends que le terme s'applique. Mais quand on me parle à moi que je dois m'intégrer, je ne comprends pas pourquoi ça devrait s'appliquer parce que je suis née au Québec. Je suis née, mes racines sont poussées dans la terre québécoise. Je suis mélangée, c'est sûr, avec ma culture asiatique. Mais quand on me parle, OK, intègre-toi, mais je suis québécoise, pourquoi je devrais m'intégrer? Ça n'a pas de sens. Et ne me demandez pas de m'intégrer alors que je suis née, éduquée au Québec. J'ai eu mon éducation de A à Z ici, donc je connais votre culture et qui est ma culture. Donc, c'est insultant parce que je trouve que c'est blessant à la limite. Vous me dites que je ne suis pas intégrée, je le suis parce que je suis née ici, mais je ne dirais même pas que je suis intégrée, je suis née. Je l'ai dans mon sang, ça fait partie de mes racines. Donc, oui, si on parle d'intégration de mes parents, je comprends. Mais parlez pas à moi de m'intégrer moi, je suis déjà ici. Je peux vous aider à intégrer d'autres personnes parce que je connais la culture et je suis la culture québécoise. Donc, il revient à la génération qui est la vôtre, il revient à ceux qui sont nés ici, et là je reviens aux communautés asiatiques, il leur revient peut-être de briser un peu comme vous disiez un peu au début, ce tabou de ne pas exprimer ses sentiments, ce qui veut dire que quand les gens sont victimes d'actes racistes,
Oui. qu'ils aient justement cette culture québécoise qui est de dénoncer tout de suite. Est-ce que ça aussi, le groupe peut y participer ou y participe déjà, je suppose? Oui, je dirais que ce qu'on fait, c'est vraiment encourager le discours entre notre génération et la génération d'avant. C'est vraiment pour protéger aussi la génération d'avant, celle de nos parents qui, tu sais, oui, ils parlent français, mais je crois qu'il y en a aussi qui sont allophones. Euh, et vraiment de leur, c'est pas le bon mot apprendre, mais leur apprendre de communiquer, Ouais. de leur dire que c'est correct de se sentir menacé, c'est correct d'en parler. Et je crois que c'est ça vraiment le gros message à cette génération-là, c'est que c'est correct si tu te sens pas bien, c'est pas que t'es pas fort, tu vas pas perdre ta job. On est là. On est là pour pouvoir t'aider à sortir de cette peur-là. Parce que Mhm. c'est pas vrai qu'ils ont. Je suis sûre qu'ils ont peur aussi, comme les personnes qui viennent insulter et qui comprennent à moitié qu'est-ce qui se passe, c'est de la peur. Et notre mission, à nous, notre génération, c'est vraiment leur donner une voix à eux. Parce que s'ils ne sont pas capables de s'exprimer, ils ne sont pas capables de parler, c'est nous qui les connaissons les mieux. Oui. Et c'est nous qui peut parler, qui pouvons parler à leur nom. Et je crois que ça, c'est important. C'est à nous de dénoncer, de parler de ce qu'on vit, nous, en tant que personnes et générations actuelles, mais aussi on est la voix des générations de nos parents, mais la voix aussi de la prochaine génération. Moi, j'ai un enfant, je veux le protéger aussi. Il est trop petit, il n'est pas capable de parler, mais moi, je vais parler en son nom et je vais le protéger. Ça, c'est important. Mhm. Euh, Dans le groupe, on va finir notre entrevue, Laura, dans le groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec, voilà, c'est exactement ça l'intitulé. J'ai vu qu'il y avait, les membres de ce groupe-là n'étaient pas tous asiatiques. Ouais. C'est vraiment la meilleure façon de le dire, mais qu'il y avait là-dedans des Québécois noirs. Il y avait, j'ai même vu, du moins à l'orthographe du nom, j'ai cru voir un nom qui était qui sonnait plutôt arabe. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues autour de vous ou avec vous, à vos côtés. Et ça m'amène à parler solidarité. Pourquoi solidarité, mais solidarité de lutte et tout. Qu'est-ce que ces personnes, je pense par exemple aux membres des communautés noires, qu'est-ce qu'ils vous apportent? L'expérience Mhm. et aussi une voix, je dirais aussi un modèle. On n'est pas habitué, nous, à, je dirais en anglais, speak up, Yes. vraiment de dénoncer ça. Mhm. Mhm. Donc, vous avez une histoire, la communauté noire a une histoire vraiment depuis des siècles. Et je crois qu'on peut bénéficier de cette historique, des expériences que vous avez vécues, mais aussi des outils. C'est sûr que vous avez développé des outils contre le racisme envers votre communauté. Et je suis sûre qu'on peut en bénéficier aussi parce que le racisme, comme vous dites, il y a plein de communautés qui viennent sur la page, qui sont membres de la page. Le racisme touche tout le monde. Mhm. Absolument tout le monde. Maintenant, c'est juste parce que on dirait que c'est trendy d'haïr les Asiatiques en ce moment, mais ça ça nous a pas touché intensément avant. Là, ça nous touche. On n'est pas outillés, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment réagir. Et je crois que avec les discussions qu'on a avec les autres communautés non asiatiques, c'est qu'ils peuvent nous faire voir, comment dire, nous faire voir un autre côté du racisme, que ça a toujours existé, qu'on peut parler, qu'on peut en dénoncer. Voici les différents moyens comment le faire. Et c'est comme ça qu'on s'apprend l'un l'autre comment vivre avec ça et comment dealer avec cette peur-là. Parce que c'est pas vrai qu'on est les seuls à avoir peur du racisme. Mhm. Donc, cette solidarité-là, oui, je le retrouve comme ça. Et c'est sûr qu'on voudrait encore travailler plus avec ces communautés-là pour pouvoir apprendre beaucoup plus d'eux et travailler ensemble pour combattre le racisme en général. Parce que il faut avoir des mesures et pour avoir des mesures, il faut qu'on soit ensemble et dire à nos décideurs, on n'est pas d'accord de ce qui se passe.
maintenant trouver une solution parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc, c'est cette solidarité-là qu'on doit travailler. C'est difficile à dire, mais comme on dit souvent, à quelque chose, malheur est bon, ça c'est l'expression française, mais faut espérer que justement cela va servir à plus de solidarité entre ces communautés, comme vous dites, qui sont victimes de racisme. Donc la page, elle est ouverte. Le Oui. nombre de membres n'est pas limité. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent encore participer, c'est le groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Vous le retrouvez sur Facebook. Allez-y, ne serait-ce que pour parcourir la page. Si vous pouvez apporter une contribution, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie, Laura. Je vous remercie d'être venue nous parler un peu de, voilà, de ce Merci de groupe, mais l'invitation. surtout des différents axes, voilà, qui animent un peu ce groupe. Et je pense que plus, comme vous l'avez dit, les gens sont ensemble, sont solidaires, mieux on va peut-être baisser ces tensions-là. Je retiens par contre ce que vous avez dit, 30, entre guillemets, 30 cas ou quelques cas qu'on a vus pendant le confinement. Là, on est dans le déconfinement graduel. On va peut-être aller vers un déconfinement total. Je parle ici du Québec. Qu'en sera-t-il? Il va falloir peut-être la vigilance de tout le monde et puis de votre côté, peut-être encore plus de visibilité. Oui, mais il y a aussi le fait que je voudrais ajouter que c'est vraiment important que si jamais on fait face au racisme envers une personne précise, peu importe la couleur, c'est important de le dénoncer et d'en parler. C'est sûr que moi, j'anticipe une hausse de ces incidents haineux. C'est sûr qu'il ne faut pas taire, il faut en parler, il faut agir et dire à la personne qu'elle n'est pas seule parce que je crois que c'est extrêmement épeurant quand tu te fais attaquer dans la rue. Et il faudrait qu'il y ait les personnes qui sont autour, il faudrait qu'ils réagissent, il faudrait qu'ils filment, il faudrait qu'ils en parlent, il faudrait pas rester muet parce que je crois que notre communauté a été habituée à juste se taire. Ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps d'en parler. Au moins commencer à en parler. Au moins commencer à en parler. Laura Lui est celle qui a mis en place ce groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, à Néo Québec, on va suivre, on va continuer à suivre et comme d'habitude, continuer à en parler et traquer dans la mesure du possible tous ces mots qui minent un peu notre société, le vivre ensemble que nous souhaitons tous. Merci à vous et puis je vous dis bonne continuation. Merci beaucoup.